doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc. J'espère que la retourne va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Bribois. Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Corentin est avec nous ce soir également. Corentin, alors là, attention, ça va être ton moment parce que c'est mon avis. Parce que ce soir, j'ai un avis sur les joueurs sous-cotés. C'est-à-dire, les joueurs sous-cotés, c'est quoi? C'est les mecs qui ont une certaine valeur, mais dont on ne parle jamais. Et ça, c'est ta spécialité. Jingle. Bon, je balance, il les a mis dans un frigo. Voilà. Qui met des saucissons dans un frigo? Et là, tu sais que c'est Gilbert. Parce qu'il n'en mange pas. Donc il ne sait pas à quel point c'est néfaste pour le saucisson. Ah, t'ignorais ça. Le lundi soir, il se passe des trucs en ton absence. Alors, France Foot a eu cette idée qui aurait dû être une idée de l'after, je dois le dire, de faire sa une sur les joueurs sous-cotés de Ligue 1 avec une équipe, 11 joueurs sous-cotés de Ligue 1. Alors, sur BFM Sport, on va vous les mettre. Je vais vous donner l'équipe pour ceux qui n'ont pas, qui nous écoutent sur RMC ce soir. Ils ont mis Gürtner dans les buts, le gardien d'Amiens. En défense centrale, Erel de Troyes et Da Silva de Caen. Pelnard de Bordeaux, latéral gauche. Lala de Strasbourg, latéral droit. Milieu à 3, Thomasson de Nantes, Mangani d'Angers, André de Rennes. Et devant une triplette, Durmaz de Toulouse, Santini de Caen et Liénard de Strasbourg. C'est pas mal. Voilà l'équipe des joueurs sous-cotés. Effectivement, des joueurs de qualité. Mais sous-côté. Et qui sont. Non, mais je pense effectivement, si l'idée veut dire, je pense que tu l'as compris comme ça, que ce sont des mecs qui sont supérieurs à leur poste, à des mecs qui parlent plus dans les grands clubs, valeur et qui jouent dans des clubs peut-être plus importants et qui passent pour de meilleurs joueurs. Ouais, mais en gros, ça veut dire. Sauf que moi, j'en ai d'autres des joueurs à citer. En gros, Gilbert, sous-côté, ça veut dire qu'ils jouent dans ces clubs-là par exemple, Yvan Santini est supérieur aux avant-centres qu'il y a à l'OM. D'accord, ouais, non, mais si Santini est meilleur que Mitroglou. Il est meilleur que les mecs qui sont à l'OM, les trois. Si tu pars du top 4 c'est de la Ligue 1 qui me vient comme et que ça, ces joueurs-là sont titulaires, franchement, je t'en mets pas beaucoup des titulaires dans les 4 meilleurs clubs de Ligue 1. Ah non, mais bien sûr. De ce que je viens de te citer. C'est pas vraiment l'idée. Pour ça, je pense pas que c'est ça l'idée. Sous-côté, ça veut dire ça. Sinon, alors, par exemple, sous-côté, c'est des joueurs qui sont des bons joueurs de Ligue 1, mais qu'on ne considère pas forcément comme des bons joueurs de Ligue 1. Pelnard, il vient d'arriver. Du moins, on le découvre, Pelnard. Il faut lui laisser le temps. Arrière gauche. On n'a pas dit qu'on en a fait une montagne tout de suite. Et si, sous-côté. Ça veut dire que tout de suite, il faudrait le mettre là-haut. Alors, moi, avant que vous donniez vos noms... par exemple, je continue sur l'OM. Pelnard, avant que Amavi arrive, valait peut-être mieux avoir lui qu'avoir Evra à l'OM. Ou tout simplement Pelnard supérieur à Contento et Punjé, qui était à Bordeaux avant lui. C'est très juste. Alors moi, j'ai d'autres noms à vous soumettre. Punjé, c'est un bon joueur. Oh putain, l'autre jour, ils me l'ont proposé dans mon équipe fut, là, dans un machin, la vignette, là, comment on ouvre la pochette, là, je l'ai viré tout de suite. Tu l'as pas dans mon petit gazon, hein? Mais je joue plus à ça. Arrêtez tout à ça. Mais là, il est dernier. Franchement, dites la vérité. C'est top. J'ai arrêté après la première journée. Arrêtez de dire je joue plus depuis la première journée. Non, mais je vais te défendre sur un truc. Tu fais ton équipe quand même. Mais je suis dans mon équipe ailleurs, là. Moi, la première partie que j'ai fait, j'avais une équipe naze parce que j'avais pas compris le système. Mais lui, le problème, c'est que Daniel continue. Tout de suite, je comprenais pas. Daniel continue à jouer, il fait son équipe quand même. Discretos. Et je l'ai vu ce week-end, j'ai dit, il a fait son équipe, bam, il en a pris 5. J'ai fait mon équipe. C'est ouf, les menteurs. Mais jure que j'ai fait mon équipe. Mais jure que j'ai fait mon équipe. Regarde-moi et jure que j'ai joué. Dans son équipe. Menteur, mais c'est immense le mec. Dans son équipe, l'un de ses meilleurs joueurs, c'est Saint-Maximin, il est blessé en ce moment. Et la preuve que je peux jouer, je l'ai même pas retiré de l'équipe. Même son chouchou pas bon, il a marqué ce week-end en plus. Ah ouais? Bon. Bah ouais. Mais ça m'a rapporté un point. Bah oui. Un but. Comme si tu savais pas. Arrête. Bon alors, moi j'ai d'autres sous-côtés. J'ai Maignan dans les buts qui pourrait très bien prendre la place de Gürtner là. Ouais, Maignan, pas mal. Est-ce que Maignan, il est inférieur? Tu parlais des 4 de Ligue 1? Il est inférieur à Mandanda, il est inférieur à Areola, il est inférieur à Lopez. Oui, mais attention, Maignan, inférieur à Lopez. Il a 2 mois de Ligue 1, Gürtner, il a fait la montée avec Amiens, tout ça. C'est la Ligue 2, je te rappelle. Non, mais peut-être que Maignan, on le refait une compo dans un an, peut-être que c'est Maignan qui est dans les buts. Dans mes défenseurs sous-côté, j'ai Kerbrat. Pente descendante, mais ça aurait compté il y a 2-3 ans, mais cette année, je le mettrai pas. Pente descendante. Un peu à la bourre, Gilbert. Pente descendante. Dans mes défenseurs sous-côté, j'ai Aguilar.
Oui. Ah, par contre, très bon, oui. Aguilar, très bon joueur. T'en avais parlé, tiens. Aguilar de Montpellier. T'en avais parlé, je me rappelle. C'est vrai. Il va finir par te mettre un doigt dans l'œil à force de te pointer. Non. Dans mes milieux de terrain sous-côté, j'ai Aoulou de Strasbourg. Oui, il a été important dans votre montée deuxième partie de saison. Je précise que Daniel et Jérôme peuvent aussi participer. Il n'y a pas que Corentin. Non, j'avoue pas. Là, c'est votre rayon. votre bébé. On voulait. J'en ai deux milieux de terrain. Toko et Cambi. On est obligé là. C'est pas mal. Il est sur une bonne période en ce moment. Non, franchement, c'est un bon petit joueur. Après, ça fait un moment qu'on en parle quand même. Je préférais le vrai Toko. Ah bah oui, j'ai deux milieux de terrain. T'es pas sous-côté. T'as qui toi? J'ai deux milieux de terrain. Bourigeaud de Rennes. Ouais, là j'aime. Qui joue pas du tout le même poste que quand il était à Lens. À Lens, il joue dans la défense. Ça lui permet même des fois de relancer au milieu entre les deux centraux. Je pense que là, le nouvel entraîneur, il va le remettre un petit peu dans l'axe tueur. Puis déjà 4 pions depuis le début de saison, ça commence à faire. J'en ai un autre. Je sais pas si vous allez le compter, mais moi, c'est l'un de mes chouchous, Thiago Mendes. Et pas Thiago Maia, que t'as fait que d'inverser les deux le soir de Lille. Mais parce que les mecs, ils s'appellent tous Thiago. Oui, mais Thiago Mendes, c'est un super joueur. Non, mais il confondait. Il voulait dire, il parlait de Mendes, mais il disait Maia. Donc voilà, le soir de Lille-OM notamment. Pourquoi Lille-OM, il avait été il y a autant de Brésiliens. On a déjà fait une enquête là-dessus. Pourquoi il y a autant de Brésiliens qui s'appellent Thiago? C'est quoi ce prénom? Il y a un trop quoi. Thiago Maia. Pourquoi c'est si populaire comme prénom? Bah maintenant ça vient en Thiago France. Silva, Il y a plein de gamins qui s'appellent Thiago. Et c'est même un prénom qu'on entend de plus en plus en France. C'est vrai. C'est pas que j'aime pas, c'est juste qu'il y en a. Au bout d'un moment, Alors, vous avez d'autres gars sous-côté. Je vous dis ce qu'on me cite sur le hashtag RMC Live, parce que ça tombe dans tous les sens. Clément me cite Dubois et Rongier. Rongier, évidemment, mais là on n'est plus vraiment dans le sous-côté parce qu'il commence à avoir une cote. Ouais. Il commence à avoir une cote. Rongier depuis l'année dernière. Alors, si on parle traîné dans les buts, me dit Fratouns. Est-ce qu'on est dans le sous-côté? On commence à. Oui, mais c'est vrai que le fait qu'il soit resté. Non, je pense à Nantes, le latéral. Dubois. C'est Dubois. Il vient de le dire, Gilbert. Tu viens de le dire là. C'est pour ça que j'étais étonné que tu soulignes plus Rongier que Dubois, alors que oui, il vient de le dire. Il a dit Rongier et Dubois. Je me suis arrêté juste sur Rongier, pardon. Dubois, je le mets, Moi, Dubois c'est pas mal du tout. Après, t'as quoi d'autre? On me cite Ronny Rodelin. Djibril qui me dit Ronny Rodelin. Ça va encore, on le connaît quand même, Rodelin. Ça fait un petit moment entre Lille, Caen, c'est bon quoi. Et moi je mettrais encore peut-être un autre Lillois, Edgarier. Je trouve que depuis le début de saison quand même c'est le défenseur central qui joue à côté d'Alonso. Ouais, mais on le connaît pas. Tu vois, il faut encore sous-côté. Ça veut dire, est-ce que dans le concept il y a l'idée que ça fait un petit moment que tu tournes et que malgré tout on ne connaît pas bien. C'est pareil, je suis d'accord. Toto Berizzo me cite Cheka. Il est pas. Non, au début je pensais que ça allait être un bon joueur, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu installé. Je pense qu'on a touché un plafond. Je suis pas sûr. Et puis Choki me cite Aïd Benasser. Canet. C'est vrai qu'à Nancy, en même temps à Nancy c'était compliqué, mais j'étais sceptique. Et depuis qu'il est à Caen, c'est vrai que je le trouve bon. Et puis il nous a manqué dimanche. Bon, c'est pas ce qui aurait fait la différence, mais c'est vrai que quand il est pas là, il apporte une touche technique, ce qu'il n'y avait plus au milieu. En tout cas, dans l'équipe qui est donnée par France Foot, j'aime bien les noms qui sont cités, et surtout devant. Roussillon, j'aime bien Durmaz. Roussillon de Montpellier aussi. Roussillon, pas mal. Qui était joueur offensif, qui est arrière gauche, qui est pas mal. Qui joue même maintenant plus haut. Vous m'avez dit Pelnard, Roussillon. Roussillon, c'est même supérieur pour moi. Donc, comment il est Santini, ton Canet? Parce que l'année dernière, c'était très bien. À 15 buts l'année dernière, il nous sauve parce que beaucoup de nos concurrents directs n'avaient pas cet attaquant que nous on avait. Là, il a pu Nicolas Seub pour lui donner le ballon, donc c'est dur. Nicolas Seub qui a fini sa carrière sur une blessure. Oh merde. Il n'a pas fait une fin à la Castenduch. C'est la plus belle fin de l'histoire du football, c'est Castenduch. Il a fait ovation, mais il n'a même pas vu l'ovation. Surtout Nicolas Seub a eu une chance folle dans sa vie, c'est surtout que la première lettre de son nom soit pas un T. C'est sûr. Elle a déjà été faite. Mais Castenduch, pour les plus jeunes, je rappelle que dernier match, il prend un ballon dans la tête et il sort sur une civière. Merci, au revoir. Dans le vestiaire, on l'a appelé. Moi, j'avais changé son S par un T, mais il l'avait mal pris, je comprends pas. C'est l'humour rotten, quoi. Non, mais attends, elle était... Je comprends pas. En plus, après, Garande me donne raison parce qu'il le met sur le banc. Je dis merde. Non, c'est vrai que cette année-là, en plus, il n'avait pas beaucoup joué cette année-là. Normal, c'est moi qui faisais l'équipe. Franchement, c'est justement, à l'époque où t'étais pas là. Excuse-moi, non, attends, on va pas revenir derrière. On revient dessus. T'as joué avec Garand, on est monté ou pas?
Est-ce qu'on est monté? Ben on est monté. La Merci. meilleure période, c'est quand t'étais plus au club. Mais tu plaisantes pas, mais toi qui est... Non mais on te met... Attends, laisse-moi. Vas-y, je te laisse. On te met en valeur là. Gilbert te met en valeur. Non mais c'est pas la question, essaye pas de l'intimider, laisse-le s'exprimer. Je te mets en valeur. Mais là, t'oses me dire que moi c'était la mauvaise période quand j'y étais. Mais tu sais combien de... Tu veux que je te dise combien de matchs j'ai perdu au Stade Malherbe de Caen? Attends, toi qui sais. Non, toi qui sais. Voilà, vas-y, dis-moi. Combien de matchs j'ai perdu? Coupe de la Ligue face à Auxerre, tu le perds. Ah, mais 2 minutes avant, de championnat. 2 minutes avant, au micro, il dit ouais, j'ai envie de la gagner, la Coupe de la Ligue. 20 minutes après, Ntep, il nous met un but, on perd. Auxerre. Ça, c'est pas de ma faute. Allez. Tu deviens quoi, Paul-Georges Ntep, que tous les clubs grands clubs européens s'arrachaient? Je lui pose une question. Combien de matchs j'ai perdu au Stade Malherbe de Caen? Tu me comptes pas les coupes? Je te compte pas la coupe. Les stacks, tu le perds. Vas-y. Le FC Metz à domicile. Hein? Le FC 5e journée, le FC Metz à domicile. Non. C'est une pauvre saison que tout le monde a oublié. Non. Mais c'est le début de saison. Donc en fait, j'ai joué 12 matchs de championnat, j'ai perdu un match. Et le reste, t'as joué que 12, pourquoi t'as joué que 12 matchs? Il est parti après. Bon, ouais, non, mais je suis parti avec un problème avec. Dernier match de sa carrière quand le Havre. Et sur une victoire. un grand match. Sur une victoire, match catastrophique. Il sort à la 68e, 82e, pénalty pour nous, Faisal Farge qui marque. Il marque et puis sur le terrain. Ah non, mais alors, je te rassure, ce soir-là. Je te rassure, c'était pas un match pour moi. Une purge. Mais voilà, donc 12 matchs, une défaite. Jérôme, c'est un passage à vide, c'est pas. 12 matchs, une défaite. Donc, pour te dire que c'est moi qui faisais l'équipe, donc on marchait bien, tu vois. Non, on marchait pas très bien, et donc Nico était sur le banc. Écoute, c'est pas grave. Hein. Et au mois d'avril, je préfère le faire jouer Kanté en milieu. Le déclic de cette saison-là, mois d'avril, 6 matchs, 6 victoires. Oui, 3e. Et ce qui fait, cette année-là, on coiffe au poteau Angers. C'est beau. Ouais. Et avec Metz et Lens, on monte. Voilà. Messieurs, voilà pour les joueurs sous-cotés de Ligue 1. On s'amusera à faire un truc un soir sur les surcotés, parce que ce sera un peu plus drôle. Surcoté, parce que sous-coté, c'est dur, hein, franchement. Moi, tu m'as pas convaincu avec tes sous-cotés. Sous-coté, c'est valorisant, quoi. Alors que les surcotés. Ouais, mais tu m'as pas convaincu quand même. Attends, vas-y. J'en ai un direct, j'en ai déjà parlé une fois, donc je vais pas non plus en faire des caisses. Bout de bouse. Boudbouz. Non, mais c'est un super joueur. Non, il a Boudbouz, je sais pas, Daniel, ce que tu penses. Moi, j'aime bien Boudbouz, moi. Boudbouz, non, je suis pas un fan. Pas fan non plus du tout. Dès qu'il fallait sortir, dès qu'il fallait faire gagner Montpellier, non. Non, arrête. Non, je suis pas d'accord. Alors moi, pas du tout. J'étais pas fan après, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas en faire des caisses non plus, mais pas fan. Messieurs, dames, merci d'accueillir maintenant. On change complètement de sujet. Philippe Auclair. Philippe, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Philippe, Daniel, bonsoir Jérôme, bonsoir Corentin. Bonsoir Philippe. Voilà. Point commun entre Philippe et Corentin? Nous sommes normands. La Normandie, exactement. Ouais, mais il est haut normand, Philippe. Je suis haut normand en effet. Où? Yvetot. Ah, ça existe. Pifto, comme l'ancien gardien. Pifto. Yvetot. Il y a un lien avec Pifto. Pifto, c'est à côté du Havre. C'était gardien de camp, c'est Fabien Pifto. On est la capitale du pays de Caux, le pays de Guy de Maupassant et Gustave Flaubert, Corneille, tout ça. Ouais. Bah oui, écoutez les gars, désolé. Mais t'es bien à Londres, quoi, c'est ce que je me dis, quoi. Écoute, il est très beau mon pays. Flaubert, Jérôme, il croit qu'il a joué au Real. Hein. Ouais, moi, je suis plus. Oh la vache. Gustave Flaubert au Real, il a fait un match. Julien Flaubert. Il est en Finlande maintenant, Julien Flaubert. Je sais, vous l'avez fait. Reportage sur lui il y a pas longtemps. Bonne chance à lui. Attention, j'ai oublié le jingle. Philippe Auclair, il est indispensable. C'est parti. La saison pour Guardiola sera un échec. Mais mon avis tranché, c'est que même si c'est un échec, ça ne veut pas dire qu'il aura échoué. Eh ben oui, mais j'avais raison. C'était l'année dernière. Ouais. Et je maintiens, je reste absolument droit dans mes bottes. La saison fut un échec, mais il n'avait pas échoué. Et il le prouve cette année. Donc c'était. Et je dis bravo, monsieur Auclair. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Bravo. Parce que vous c'est pas bien, c'est qu'ils t'ont mis Philippe. Voilà, il a dit ça le mois dernier. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, non. Ça, c'est pas bien du tout. En effet. Alors,
Chelsea au programme ce soir. Oui, Chelsea parce au programme. que Chelsea, il se passe des choses. Il se passe des choses et tu voulais nous décrypter tout ça ce soir. Oui, écoute, je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé avec Michael Emenalo. On en a parlé un petit peu avec Jean-Louis et Daniel hier soir dans le Grand After, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle qui a vraiment franchement surpris tout le monde. On s'attendait pas du tout au départ du directeur technique, directeur sportif, appelez ça comme vous voudrez, de Chelsea. Et en l'occurrence, j'en sais maintenant un petit peu plus. Et ça a été présenté immédiatement comme étant une sorte de victoire pour Antonio Conte. On sait que Antonio Conte a eu quelques problèmes, dirons-nous, avec ses dirigeants depuis la fin de la saison passée, avec ce qui s'est passé pendant le mercato, avec des querelles de personnalité. On sait qu'à Chelsea c'est jamais très très simple, et la façon de comprendre le départ de Michael Emenalo, c'était un peu de dire oui, Conte a eu la tête qu'il voulait. Pas du tout. C'est plutôt l'inverse. En ce sens qu'on a une personnalité très importante de Chelsea qui est partie à un moment assez compliqué de l'histoire du club, comme le sont la plupart des moments dans ce club d'ailleurs, mais qui n'est absolument pas interprété comme étant Antonio Conte obtenant la victoire à Chelsea. C'est plutôt, je dirais, un petit peu le diplomate du club qui s'en va et qui s'envoie ailleurs. On parle beaucoup de la France, en Angleterre, bien évidemment. Oui, de Monaco en l'occurrence. On parle également du PSG. Ah. On parle beaucoup de Monaco, et mais on parle également du PSG. En qualité de directeur technique, et il a quand même fait un boulot assez remarquable à Chelsea. Je veux dire, on peut se moquer de lui, on peut dire qu'il a en effet, il y a eu des échecs pendant son temps à Chelsea. Il est arrivé en 2007, mais à l'époque il n'était que opposition scout, donc quelqu'un qui était chargé de surveiller et de faire des rapports de scouting sur les équipes adverses. Il a ensuite grimpé dans la hiérarchie de Chelsea pour devenir directeur technique et être donc responsable de beaucoup des signatures de joueurs très importants comme Eden Hazard, comme Romelu Lukaku, comme Kevin De Bruyne, comme Thibaut Courtois, donc la filière belge. Attends, directeur avant qu'il s'en aille. Donc, oui. quand tu as déjà un directeur sportif. Ouais, c'est ça, c'est quoi en fait? Tu vois à quoi ça sert? Il fait quoi le gars? Écoute, il était là, je te dis, au départ, il est là pour identifier les cibles dans le marché des transferts. Chelsea, c'est une toute petite cellule au niveau dirigeant. Tu as donc au sommet Roman Abramovich, l'inatteignable. Ensuite, tu as le bras droit ou la bras droite, qui est Marina Granovskaya. Tu as Eugene Tenenbaum qui est un vieil allié de Roman Abramovich qui date du temps où Abramovich était avant tout un businessman russe avec Sibneft et compagnie. Tu as Bruce Buck, ce financier canadien qui est le président du club, en tout cas nominalement. Et puis c'est à peu près tout. Et donc j'avais Michael Emenalo. Donc directeur sportif en fait. Ouais, c'est ça. Oui, directeur technique, directeur sportif, appelle ça comme tu veux. En Angleterre, on n'a pas tout à fait la même on n'a pas les mêmes dénominations. L'homme qui est parti de Chelsea, c'est l'homme qui était l'un des responsables des transferts, l'homme qui avait mis en place la politique de recrutement des jeunes en particulier, l'académie de Chelsea et également tout ce programme assez unique dans le football européen de regroupement des talents de joueurs de moins de 18 et 21 ans et ensuite de dissémination dans des clubs satellites. Donc quand tu regardes Vitesse, par exemple Vitesse Arnhem et d'autres clubs qui sont un peu dans la galaxie Abramovich, les joueurs qui ont été placés là, c'est par Michael Emenalo. Mais ce n'était absolument pas un ennemi de Antonio Conte. Il a eu des problèmes avec lui, certes, mais c'était plutôt quelqu'un qui était un facilitateur. Et donc, du coup, à Chelsea, je te dirais que c'est un peu, vous m'excuserez l'expression, mais c'est un peu le boxon. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il s'en aille comme ça. Est-ce qu'il y a des touches avec d'autres clubs? Alors vous peut-être m'en parler avec Monaco. Moi je sais. Nous on a entendu Monaco. C'est vrai que le PSG ça semble surprenant. Parce qu'ils ont cette personne-là. Surtout que voilà, en plus il est super efficace et il a pris de l'espace là, Enrique. Donc je vous dis ce que nous disons en Angleterre. En Angleterre, on parle avant tout de Monaco, mais ça en dit beaucoup plus en fait sur la structure du club de Chelsea, à savoir que c'est toujours dans les convulsions et c'est dans les crises que ça se passe. Mais d'un autre côté, regardez le palmarès de Chelsea depuis qu'Abramovich est arrivé. Alors il y a l'argent, mais l'argent n'explique pas tout. Le fait est que c'est un petit peu dans le désordre que ce club parvient à se créer un vrai palmarès.
et une véritable histoire. Si on se souvient que c'est dans l'année où ils virent en entraîneur qui prennent un mec beaucoup moins connu qui gagne la Ligue des Champions, oui, la théorie tient debout. Oui. Oui, et ensuite ils virent Mourinho au bout de 2 saisons et tu regardes ce qui se passe ensuite, c'est pas complètement catastrophique puisqu'ils arrivent en finale de la Ligue des Champions en 2008. Ils recrutent Ancelotti et ça se passe également très bien, record de points en Première Ligue. Ils virent Ancelotti et ça continue comme ça. Et, tu as ensuite le passage avec Villas-Boas, c'est une catastrophe. L'arrivée Di Matteo, finale gagnée de Ligue des Champions. Di Matteo se casse dans des conditions également homériques. Rafa Benitez arrive, l'ennemi numéro 1, gagne la Ligue Europa. Rafa Benitez à Chelsea, limite j'avais oublié. Oui, non, mais il a gagné la Ligue Europa avec eux. Il les a qualifiés pour la Ligue des Champions également, à l'époque où gagner la Ligue Europa n'était pas qualificatif pour la Ligue des Champions. Avec Fernando Torres, cette finale. Je me souviens alors, bien. Quentin est là au 32-16, il est supporter de Chelsea. Quentin, bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir Quentin. Est-ce que tu estimes que c'est le bordel dans ton club de cœur avec le départ de Emenalo? Déjà, je suis assez surpris en effet aussi de l'annonce qui a été faite en effet. Donc c'est vrai que ça va paraître un peu répétitif, hein, mais moi-même, oui, j'ai été très surpris. 10 ans à la tête, en tant que directeur technique du club. J'ai un ami qui est très proche, qui critique énormément, qui est aussi fan de Chelsea. Mais moi, comme je vois Chelsea fonctionner depuis 10 ans, je vais pas m'en plaindre. Hein, c'est que la structure était assez cohérente dans l'ensemble. Ouais, assez surpris. On parle d'opportunités à l'AS Monaco. Je lis aussi beaucoup les différentes spéculations qui est autour de ça. Je sais pas quelle est éventuellement la cause de fond, le problème de fond qu'il y avait éventuellement, si problème il y avait. Je pense que bon, si on a un départ d'une personne comme Michael Emenalo, c'est que je pense que derrière on doit rapidement trouver quelqu'un d'autre pour tenir tout ça, mais je suis pas inquiet sur la structure. Après, on ne sait pas trop quelle influence pouvait avoir cette personne vis-à-vis du club. Je parle, on va dire sportivement aujourd'hui. Je sais qu'il a beaucoup contribué. En effet, Philippe Auclair l'a bien souligné, hein, sur les politiques globales, on va dire de près des jeunes et autres. Aujourd'hui, bon, la politique est en place, donc il n'y a plus qu'à la faire perdurer. Donc ça, je suis pas trop inquiet non plus. À voir la prochaine personne qui sera en place. Je sais qu'on a quand même des gens qui sont toujours au-dessus à chaque fois. Hein. Marina Granovskaya qui gère le budget, Roman Abramovich bien évidemment qui est très connu, notre président. Donc non, je suis pas si inquiet que ça. Je suis surpris et voilà. Je lis aussi que souvent sur certains articles, oui, en conflit avec Conte, pareil. Moi de mon côté, c'est faux. Pour moi, c'est clair. Conte a énormément de respect pour cette personne. Je pense que Michael Emenalo avait le même sentiment de son côté. Je pense que ça sert à rien d'écrire des lignes pour rien sur ce sujet, sur le fait que voilà, Conte aurait plus de mérite. En plus de ça, on sait très bien, Conte sera pas non plus éternel. Il l'a bien dit lui-même. Donc, je pense pas que ce soit la cause là-dessus. Voilà. Bon, Quentin à suivre, comme l'a dit Philippe, dans le bordel, Chelsea arrive à gagner des titres. C'est la convulsion permanente et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un modèle très particulier, mais c'est un modèle qui, on doit le reconnaître, donne des résultats, évidemment parce qu'il y a la puissance financière derrière, la puissance financière d'Abramovich pour fonder le projet, si on peut appeler ça un projet, et puis ensuite c'est vrai que c'est impitoyable dans la gestion. Là je pense qu'il est parti en l'occurrence Emenalo, ayant essayé de parler, j'ai encore parlé des amis chelseaens ce soir, il est parti, il n'a pas été chassé, il a vraiment démissionné, je pense parce qu'il en avait marre, tout simplement. C'est un club très très difficile dans lequel pour durer et perdurer dans ce club, c'est très compliqué, ça prend beaucoup d'énergie. Quand tu as une jeune famille comme c'est son cas, tu peux penser qu'en effet ça ne fait pas trop de mal de prendre quelques mois de repos et d'aller dans un club peut-être qui reconnaîtra tes qualités et te donnera une vie peut-être un peu plus facile à gérer que celle que tu as à Chelsea. Philippe, autre chose dans ton actualité du jour que tu n'as pas dit hier soir dans l'after? Il y a plein de choses, en particulier l'arrivée de David Moyes à West Ham. Alors là, je te dirais que c'est assez incroyable, oui. C'est assez incroyable parce que tu vois Slaven Bilic qui s'en va, ça n'est pas une surprise. On en parlait depuis des semaines, on peut avoir des mois entre nous. L'arrivée de David Moyes, je ne te dis pas que David Moyes soit un mauvais entraîneur, il a été un superbe entraîneur à Everton. Philippe, ça aurait pu être Alan Pardew.
ne parle pas de non, mais malheur. dans les mecs recyclés, tu vois. Oui, c'est ce fameux manège des. Ça existe dans tous les pays, ça. Hein. Mais c'est extraordinaire. En France, ça existe. Hein. Ah bah oui. Regarde Frédéric Hans. Mais en Angleterre, tu as Harry Redknapp, qui était encore en poste il n'y a pas si longtemps que ça à Birmingham. Tu as Sam Allardyce, qui est éjecté régulièrement après quelques tours de manège, mais qui est toujours dans le coup, et d'ailleurs dont on parle pour le job à Everton. Tu as David Moyes, il est parti d'Everton la tête haute, il est allé à Manchester United, où à mon avis, on lui a vraiment mis des bâtons dans les roues. Son passage en Espagne n'a pas été aussi ridicule qu'on a bien voulu l'écrire, au passage. Par contre, à Sunderland, ça a été une catastrophe. Est-ce que ça sera la même chose à West Ham ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on a affaire à un entraîneur qui fait partie, en quelque sorte, d'une école qui a fait son temps, dirons-nous. Et que pour un club comme West Ham, avec les ambitions qu'ils ont, le stade qu'ils ont, les moyens financiers dont dispose ce club maintenant, c'est assez incompréhensible. C'est un club qui a beaucoup d'oseille, West Ham ? Écoute, comme tous les clubs anglais, mais au niveau, ils sont dans le top 10, hein, largement. Putain, quand même. Au niveau des on a du mal si tu ne précises pas souvent West ça, on a du mal à se rendre compte. West Ham en France, je ne pense pas te dire de bêtises, je pense qu'il serait le deuxième budget de la Ligue 1 après le PSG. J'entends le silence, mais je crois que c'est exact. C'est bien évidemment dans l'environnement. Mais qu'est-ce qu'ils font avec le blé? Parce que quand tu vois les joueurs qu'ils ont, c'est pas des vedettes non par plus. Les fenêtres. Tous ces clubs anglais, ils font quoi? Leurs joueurs doivent être surpayés parce qu'ils ont quand même. C'est quand même des clubs où tu as une tripotée de pipe. Par contre, si tu veux, quand on parlait de joueurs sous-cotés, là, des joueurs surcotés, une caisse là-bas. T'en as un paquet. Non, mais en plus West Ham, ce qui est Philippe, en parlant de West Ham, moi, c'est terrible, mais là aujourd'hui il joue dans un stade. Oh là là, quelle horreur. Pardon. Il a pris froid, Jérôme. Il joue dans un stade où c'est horrible d'avoir cette âme du club là, tu vois, de sentir. Franchement, ce stade olympique là, mais c'est une tannée. Et en Angleterre, les matchs se jouent tellement à peu de choses entre le dernier et le premier que par moment ils perdent. Actuellement, c'était exactement ça, et c'est pour ça que Bilic il a sauté. C'est qu'aujourd'hui il y a plus de suite dans les résultats quoi. C'est trop dans les idées, c'est ça dans tous les sens. Alors j'ai le chiffre d'affaires de West Ham en face de moi, je vais vous le donner, 142 millions de livres. Donc même avec une livre qui s'est plantée de 15% après le Brexit, ça nous fait du 180 millions d'euros par an. Merci Philippe. C'est quand même assez colossal. Merci Philippe, à très vite. Oui, je peux vous faire juste une petite chose, une recommandation. Très vite. Oui, un livre qui vient de sortir, qui est le livre de Guillaume Balaguer avec Mauricio Pochettino sur la saison 2016-2017. C'est pas souvent que je fais des recommandations pour les bouquins. C'est exceptionnel. Le carnet de bord de Mauricio Pochettino pour la saison 2016-2017. On en reparlera dans l'after parce que franchement les gars, c'est quelque chose de magnifique. Salut Philippe. Dans quelques instants, on va parler d'un autre bouquin. Nous tiens les entraîneurs révolutionnaires du football. Et ce sera notre feuilleton de la semaine sur RMC dans l'After Story. Et puis dans quelques instants, d'autres infos, notamment liées à l'équipe de France, plus le quiz 32-16 pour vous inscrire au quiz tout à l'heure. Équipe Daniel contre équipe Jérôme. Qui va gagner? Suspense. Ce sera tout à l'heure dans l'After.